Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées d'un nouvel ouvrage collectif que j'ai dirigé, qui est le fruit d'une belle dynamique collective de recherche sur le courage des alternatives. Quel est l'enjeu de ce livre? On raconte qu'un jour, le moulin Nasruddin voyageait en bateau lorsqu'une tempête se leva. Rapidement, sa petite embarcation fut débordée par le déchaînement des éléments et commença à couler. Le capitaine et l'équipage tentèrent de sauver leur bateau. Ils se saisirent de seaux et commencèrent frénétiquement à tenter de vider le bateau de toute l'eau qui s'engouffrait de tous côtés. Seul le moulin ne coopérait pas. Non seulement il ne bougeait pas, mais il puisait de l'eau dans la mer et en remplissait le bateau. En le voyant, le capitaine l'interpella. « Moulin, es-tu fou? Que fais-tu? Arrête, aide-nous, nous allons couler. » Le moulin répondit. « Ma mère m'a toujours appris à me mettre du côté du plus fort. » Voilà une belle métaphore de notre situation contemporaine. Le bateau, notre organisation du vivre ensemble, prend l'eau de tous côtés. Et pourtant, sommes-nous si différents de Moulin Nasruddin? Si son action paraît folle, n'agissons-nous pas de même, en tentant coûte que coûte de nous mettre du côté du plus fort, du système tel qu'il existe, même s'il est mortifère? Il se pourrait que nous non plus n'osions pas nous ouvrir véritablement à tous les enjeux contemporains, et qu'en refusant de le faire, nous alimentions ce qui risque de nous mener au naufrage. Je ne suis pas très porté sur les prophéties de malheur, mais peut-être un peu de catastrophisme éclairé pourrait-il être utile pour nous éveiller. Un enjeu primordial aujourd'hui, en cette période de transition, est celui d'un courage des alternatives. Courage d'abord. Avons-nous le courage de nous ouvrir à l'altérité et au changement? Un jour, quelqu'un trouva le moulin Nasruddin à quatre pattes sous un lampadaire. « Mais que fais-tu, Nasruddin » demanda son ami. « Je cherche la clé de ma maison. »« Mais où l'as-tu perdue exactement ?»« Dans ma maison. »« Mais alors, pourquoi la cherches-tu ici ?»« Parce qu'il y a plus de lumière ici que dans ma maison. » Nous avons tendance à vouloir comprendre les situations qui se présentent à nous et à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à travers nos cadres mentaux déjà établis. Comme ils ont fait leurs preuves par le passé, nous sommes convaincus qu'ils seront aussi à la hauteur du futur. Mais est-ce nécessairement le cas? Ne serions-nous pas en train de vivre une époque de changement paradigmatique, où la complexité, le pluralisme et l'interculturalisme émergeraient comme nouveaux horizons, où nous nous orienterions vers des approches post- ou transmodernes, où nous quitterions notre univers familier pour un plurivers qui reste à découvrir? D'abord, à un niveau intrapersonnel, le courage consiste en un certain désarmement existentiel. Admettre que nos armes, nos outils de compréhension du réel ne sont peut-être plus tout à fait adéquats, qu'il faut donc les déposer pour pouvoir envisager les situations d'un nouveau point de vue. Continuer à creuser un puits là où il n'y a pas d'eau peut sembler logique, voire inévitable, lorsque l'on a mis en place toute une infrastructure et qu'il faut les justifier, en soulignant que l'infrastructure de nos approches du réel constitue en grande partie ce que nous sommes. La remettre en cause, c'est oser une crise existentielle. Comme aime le dire Robert Vachon à propos de la rencontre interculturelle, porteuse du genre de crise liée à la rencontre avec l'altérité, partant d'un point de vue chrétien, le dialogue interculturel est crucifiant, mais libérateur. Mais ne vaudrait-il pas mieux, dans certains cas, renoncer à tout l'outillage mis en place et creuser ailleurs? Ensuite, le courage est aussi nécessaire d'un point de vue interpersonnel. En étant à la marge de l'opinion majoritaire, on se retrouve très vite marginalisé. On est perçu au mieux comme un doux rêveur, déconnecté des réalités de la vie, mais inoffensif dans ses rêveries. Au pire, comme un dangereux anarchiste, voire un terroriste qui voudrait saper ou faire exploser les soubassements de ce qu'un groupe donné considère comme ses fondements. On raconte qu'à une époque lointaine, les astrologues de la cour prévinrent leur roi qu'une pluie magique allait s'abattre sur son royaume. L'eau serait contaminée et tous ceux qui en boiraient deviendraient fous. Le roi décida de prendre des mesures. Il fit collecter de l'eau et l'entreposer dans le palais afin de pouvoir garder l'Esprit Saint pour gouverner son royaume. Puis, il plut. Après quelques jours, toute l'eau du royaume, sauf celle entreposée par le roi, était contaminée.
Et il ne fallut pas longtemps pour que tous les sujets du roi deviennent fous. Plus personne ne comprenait le roi. Tous considéraient que c'était lui qui était devenu fou. Que faire? Après des journées d'hésitation, le roi se résolut à boire lui aussi l'eau empoisonnée. Pour pouvoir jouer son rôle, il devait être un fou parmi les fous. Garder sa perspective malgré tous les problèmes que cela cause, et le faire de manière cohérente et continue sur de longues années, voilà certainement un acte de courage, qui n'est possible que parce qu'il est alimenté par ce que nous ressentons profondément par notre cœur. Écouter son cœur et agir en conséquence, quelle belle inspiration de l'étymologie du mot courage. Elle nous invite à sa dimension transpersonnelle, celle de s'ouvrir, sans pour cela renoncer à notre enracinement humain, à nos sentiments, à notre intellect, à la découverte d'une confiance cosmique, à une confiance dans la vie, non pas comme vide à remplir, mais comme plénitude à découvrir. Vous l'aurez constaté, chers lecteurs, de passionnantes lectures vous attendent. Pour conclure cette introduction et ouvrir la piste à de nouvelles explorations, revenons à l'histoire introductive du Moulin Nasreddin. Si l'on y regardait à deux fois, se pourrait-il que l'histoire contienne aussi un autre enseignement que celui que nous avons mis en exergue au début de notre réflexion? Après tout, le Moulin est célèbre comme être de folle sagesse. Il n'est pas un fou au sens habituel du terme, mais il agit d'une manière qui interpelle et révèle une sagesse sous-jacente aux situations. Si nous voyons le bateau et son équipage comme les moyens que nous nous sommes donnés pour naviguer sur le grand océan de la vie, il peut être utile de se rappeler que la vie nous dépasse, qu'elle dépasse les conceptualisations que nous pouvons en avoir, les plans que nous pouvons projeter sur elle. Il arrive qu'elle nous envoie des secousses, nous fasse vivre des chocs existentiels, parfois au niveau individuel, parfois au niveau collectif. La réaction naturelle, autant individuelle que collective, est alors de s'agripper à ces certitudes, de ne surtout pas lâcher prise sur les seules certitudes que nous avons. Et pourtant, la vie est toujours plus forte. Peut-être pourrions-nous apprendre à lâcher prise. Peut-être qu'à un niveau existentiel, le fait de lâcher prise, de laisser le bateau de nos projections et intellectualisations couler, pourrait nous ouvrir à une manière d'être différente, moins peureuse, plus courageuse et compassionnée pour ce qui est. Le phénix doit d'abord mourir pour pouvoir ressusciter et redécouvrir peut-être ainsi une nouvelle harmonie. Peut-être en est-il de même avec les êtres humains, autant dans leurs aventures personnelles que collectives. Belle inspiration d'ouverture à vous tous, chers lecteurs, et bonne découverte sur les chemins de l'interculturalisme et du pluralisme. Vous y découvrirez peut-être, et entre autres, votre propre humanité. Le proverbe dit « Le sage pointe du doigt la lune, mais l'imbécile regarde le doigt. » Lors de la découverte de cet ouvrage, osez détacher de temps en temps votre regard des textes, des argumentations et des concepts, et laissez glaner votre regard vers l'horizon vers lequel il pointe. J'ai eu beaucoup de plaisir à coordonner cette dynamique de recherche collective, très très inspirante, rencontrer des gens vraiment formidables, puis qui ont fait des très très belles contributions. Donc je vous invite aussi à découvrir ce livre, j'espère qu'il vous inspirera autant qu'il m'a inspiré moi dans sa réalisation. Bonnes et belles inspirations donc à vous en ce dimanche 7 avril 2013. Merci.